Qu'est-ce que ça veut dire être DRH chez Google aujourd'hui ? Alors, être DRH chez Google, c'est être DRH d'une entreprise qui va très vite, qui a beaucoup grandi. Aujourd'hui, on est 60 000 personnes dans le monde, 600 en France, et on a juste 18 ans. Donc, c'est une entreprise qui va extrêmement vite, qui innove beaucoup et qui se transforme en permanence. Donc, c'est un métier assez sportif. Alors justement, on parlait aussi de l'évolution et de la transformation des entreprises, on parlait aussi de la transformation du rôle de DRH. Comment est-ce que vous, ce rôle-là, vous le voyez ? Alors je pense qu'effectivement en France, on a une vision du DRH qui est assez relation sociale, de manière historique. Je crois que aujourd'hui, ça a beaucoup évolué et ça évolue. C'est-à-dire que de toute manière, le DRH devient un accompagnateur de l'organisation, un accompagnateur des collaborateurs et des directions. Et qui a vraiment ce rôle, pour nous c'est vraiment ce rôle de coach finalement, à la fois pour les dirigeants, pour les managers, et puis de support pour les salariés, pour les aider à évoluer et à se transformer. Alors justement, Google a connu et continue à connaître une croissance assez extraordinaire. Comment est-ce qu'on garde l'identité start-up dans une entreprise comme celle-ci ? Alors, il faut savoir que pour nous, l'identité start-up, ce n'est pas un luxe en fait. C'est-à-dire qu'on est dans un marché où on est sur de la technologie et puis vous savez tous, vous voyez tous comme ça évolue vite. Des sociétés dont on n'entendait pas parler il y a quelques années, soudain, on ne parle que d'ubérisation. Donc ça bouge très vite. Donc nos concurrents sont des petites entreprises qui vivent jour et nuit. Et nous, on doit garder finalement cette fibre de start-up. Ce qui n'est pas toujours simple quand on est une entreprise de 60 000 personnes. Donc on a beaucoup de moyens, beaucoup de responsabilités, mais aussi on a pour objectif de rester une organisation qui respire et une organisation qui est capable de se renouveler et finalement d'amener aux utilisateurs les meilleurs produits possibles. Donc pour nous, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on attend finalement de nos collaborateurs et on attend d'eux de se renouveler régulièrement, de changer de poste de manière assez régulière. On essaye dans la mesure du possible d'encourager finalement la plupart des gens qui nous rejoignent à nous rejoindre non pas pour occuper un poste donné, mais pour évoluer chez Google et sur différents postes au cours des années. Et ça, c'est vraiment très, très important pour nous, cette capacité à se renouveler et à changer et à challenger finalement l'existant. D'autant plus que je crois que le concurrent principal de Google dans le recrutement, ce sont les startups. Donc justement, vous devez aussi vous aligner par rapport à ça pour pouvoir garder vos talents. Disons que notre modèle à nous, ce qu'il a d'attrayant pour les gens qui nous rejoignent, c'est la capacité finalement qu'on a à faire énormément de projets et à se dire je ne sais pas ce que je vais faire demain comme projet, mais il y aura certainement chez Google quelque chose qui m'intéressera. On n'est pas monoproduit, c'est peut-être ça notre grande force par rapport à une start-up. Maintenant, on a des gens qui partent de chez nous et par rapport au recrutement qu'on fait, ils partent essentiellement pour des projets personnels. Donc concrètement, vous, ce que vous regardez dans les collaborateurs chez Google, dans les gens que vous recrutez, quels sont un peu les critères indispensables ? Alors, on recrute partout dans le monde sur 4 dimensions, toujours les mêmes. Et il faut savoir qu'il n'y a jamais de décision individuelle des managers sur le recrutement. Ces 4 dimensions, c'est d'une part les capacités intellectuelles, le fait d'avoir eu un parcours et d'être capable de résoudre, d'être problem solving comme on dit. Alors pendant longtemps on faisait faire des cas durant nos interviews, combien de ballons dans un avion, etc. Bon, tous les cas sont sur internet, donc maintenant on le fait plus, mais on continue quand même à les tester. On les teste sur leur expertise, mais c'est pas discriminant, et on les teste sur 2 autres dimensions. La première, c'est le leadership, donc cette capacité à évoluer dont je vous parlais il y a quelques instants. Et puis la dernière dimension, c'est ce qu'on appelle la gouliness, donc c'est cette capacité finalement à prendre des risques et à se remettre en cause et à être capable finalement à avoir démontré qu'on est quelqu'un avec qui il est facile de travailler, donc facile de collaborer, parce qu'on parle de collaboration, mais encore faut-il avoir envie de collaborer avec vous. Et puis deuxième chose, être capable finalement d'avoir démontré dans sa carrière, dans sa vie, qu'on a de l'intérêt, qu'on a de la curiosité, qu'on est capable d'évoluer, de prendre des risques régulièrement. Donc prendre des risques chez Google, ça veut dire être curieux, ça veut dire être capable de faire plusieurs postes, plusieurs types de missions ? En fait, nous, on est une entreprise qui bâtissons notre avenir sur l'innovation, sur notre survie même, je dirais pas c'est notre survie et notre avenir, c'est l'innovation. Et l'innovation, elle ne vient pas s'il n'y a pas de prise de risque. Pour qu'il y ait de la prise de risque, ce qui est important, c'est qu'il y ait une capacité finalement
à pouvoir les prendre. Donc, est-ce que je peux prendre un poste qui a l'air extrêmement bizarre, qui a à peine démarré, une petite entité au sein de Google? Est-ce que je peux prendre ce poste-là et est-ce que ça va m'apporter quelque chose? On dit souvent chez nous, il faut savoir reconnaître nos échecs rapidement et puis surtout, il ne faut pas sanctionner l'échec. Et ça, c'est vraiment très important, cette capacité finalement qu'on peut avoir à régulièrement finalement faire des choix et accepter qu'il y a des choses qu'on réussit et des choses qu'on ne réussit pas. Et autant nos managers que notre leadership à travers Larry Page ou Sundar Pichai ont montré qu'en fait, chaque fois qu'ils font un bilan de ce qu'ils ont fait, ils font un bilan positif et un bilan négatif. C'est-à-dire qu'il y a des choses que j'ai réussies, il y a des choses que bon, c'est pas encore ça, et puis il y a des projets qu'on a dû abandonner parce qu'on finalement c'était pas le bon projet. Et donc on doit régulièrement se donner aux gens finalement l'envie d'innover, de se dire je peux prendre des risques, ça ne va pas me porter préjudice demain. C'est pas prendre un risque de prendre un risque en fait. Donc effectivement, ça c'est très important puisque c'est quelque chose qui revient souvent dans les interventions et dans les témoignages, c'est prendre des risques. Maintenant, il faut pouvoir créer dans l'entreprise l'environnement qui permet de prendre ces risques-là. Vous avez aussi une culture assez forte du feedback et de la collaboration entre les collaborateurs. Comment est-ce que ça s'organise? Comment est-ce que vous accompagnez justement ce partage de feedback? Alors, chez nous, on dit le feedback is a gift. Hein, donc, le feedback, c'est un don, c'est un cadeau. Donc, il faut le prendre comme ça. Les évaluations, alors on fait des évaluations comme toute entreprise de manière générale, mais on se base beaucoup finalement sur les évaluations de nos collaborateurs et sur ce qu'on appelle des peer-to-peer feedback. Donc finalement se dire, bah, tiens, aujourd'hui, tu as fait telle chose, bah, je vais te donner mon feedback ou moi je vais solliciter ton feedback pour savoir si tu penses que j'ai fait quelque chose de bien et sur quoi je pourrais progresser. Et le feedback, ce qui est important vraiment de noter, c'est que il y a pas, c'est pas juste de dire tu as fait un bon boulot ou tu n'as pas fait un bon boulot. C'est d'être capable d'encourager finalement les choses qui vont bien et puis de dire bah, sur tel ou tel sujet, tu dois pouvoir progresser. C'est d'être vraiment honnête. Pour qu'on puisse progresser, c'est vraiment important qu'on ait cette honnêteté et qu'on ait la capacité de sentir qu'on peut être honnête et que ça ne va pas vous porter, encore une fois, préjudice. Et ça, c'est vraiment très important. Il faut savoir que dans la vie, 80% des choses qui nous font évoluer, c'est le feedback. Et donc concrètement, comment est-ce que vous matérialisez ces moments de feedback? Ce sont quoi? Ce sont des réunions? Ce sont du partage à travers une plateforme? Comment ça s'organise? Alors on a une plateforme où on se donne du feedback de manière instantanée. On peut solliciter du feedback de manière instantanée ou en donner. Et puis 2 fois par an, on a nos évaluations biannuelles où vous sollicitez le feedback de gens avec qui vous allez travailler. Qu'est-ce que vous avez pensé de mon apport sur tel ou tel sujet? Et puis la personne va dire bah ça, David, c'était super. Et puis ça, par contre, tu pourrais éventuellement faire ça un peu mieux ou tu pourrais avoir plus d'impact en faisant ça ou ça. On pose la question en fait beaucoup en comment est-ce que cette personne pourrait avoir plus d'impact. C'est vraiment on essaie de le poser d'une manière positive, que ça fasse progresser la personne. Alors c'est intéressant parce que du coup, on rebondit un peu sur ce qui avait été dit ce matin, la notion de confiance. Pour pouvoir faire ça, ça veut dire qu'il faut être dans un environnement de confiance, que les collaborateurs se sentent non pas jugés, mais plutôt dans une entraide. Comment est-ce que vous cultivez ça et comment est-ce que vous instaurez cette confiance ? Je crois que la confiance, elle doit être congruente à tous les éléments qui font la politique d'une entreprise. Depuis le moment où vous venez choisir votre matériel chez Google, vous avez le droit de choisir le matériel que vous voulez, jusqu'au moment où on vous laisse finalement accéder à des cuisines, comme on a parlé tout à l'heure, où tout est accessible comme vous le souhaitez. On vous fait confiance et puis votre management va montrer aussi qu'on vous donne beaucoup d'autonomie. Et on va juger vos managers sur la capacité à vous donner de l'autonomie et à vous faire confiance. Et c'est ces aspects-là qui vont nous permettre je dirais, d'instaurer cette culture. Mais il ne faut pas se mentir, ça passe avant tout par une culture managériale très forte et puis par un modèle de leadership. C'est-à-dire que si les leaders de l'entreprise ne sont pas dans ce modèle-là et de toute façon ne font pas confiance, ça ne marchera pas. Donc il faut vraiment que ça soit extrêmement cohérent avec le modèle managérial. D'ailleurs, je dirais c'est vraiment l'essence même, c'est d'abord le leadership et sa capacité à montrer de la confiance et à accompagner les collaborateurs qui va permettre cette prise de confiance dans l'entreprise, plus que tout le reste. Par rapport à ce que vous pouvez voir justement dans d'autres entreprises, par rapport à votre expérience précédente, c'est une rupture, vous voyez aussi cet état évoluer dans d'autres entreprises ou est-ce que c'est assez propre à Google ? Écoutez, je crois qu'on est tous, on s'interroge tous sur la digitalisation. Moi, j'ai eu une vie avant Google, donc je sais comment ça se passe ailleurs. Je crois que
Il y a beaucoup de choses auxquelles on s'attachait et qui venaient du monde de l'entreprise tel qu'on l'avait connu. Internet a fait beaucoup pour changer, et les réseaux sociaux aussi ont beaucoup changé finalement notre perception finalement du management et de l'entreprise. C'est devenu, pour les générations Y qui nous ont challengés, je crois qu'il y a cet aspect de démocratie directe. Auparavant, on se faisait représenter, on votait pour des gens, et puis là maintenant, vous pouvez exprimer ce que vous avez envie. Et donc cet aspect finalement de dire chaque voix compte, il faut faire confiance finalement à tous les individus et tout le monde a une voix qui compte. Je crois que c'est des aspects dont on doit tenir compte et chaque entreprise peut s'en inspirer. Maintenant, le modèle Google est un modèle qui est adapté à notre métier. Je dirais que dans la banque, la prise de risque, je pense que ça doit juger d'une autre manière. Donc voilà, il y a des choses sur lesquelles on peut évidemment piocher dans notre modèle, mais il faut aussi avoir l'humilité de croire que tout le monde n'est pas Google et que Google ne s'applique pas partout. Il faut prendre les bons éléments et je pense que les bons éléments de la digitalisation, c'est ces aspects innovation, prise de risque, mise en confiance des collaborateurs, se sentir mieux finalement dans son travail. Ça fait partie des aspects qu'on doit pousser dans toutes les entreprises. Et je dirais qu'elles sont accessibles à tous. Et est-ce que justement vous avez est-ce que vous partagez entre DRH des différents pays des spécificités, parce que finalement là on parle d'une culture globale. Est-ce qu'elle est la même et est-ce qu'elle se développe dans tous les pays? Est-ce qu'il y a des différences justement entre l'Asie et les États-Unis par exemple? Alors on a les différences culturelles inhérentes, je dirais, au fait qu'on a des différentes nationalités, mais on est une entreprise qui est très intégrée en termes de processus et très intégrée en termes de culture. Je crois qu'à la différence de pas mal de modèles que j'ai connus, où on était plus sur des modèles d'entreprise, où vous avez des filiales qui sont plus jugées sur des résultats et pas vraiment sur les processus, Google a ceci de particulier, c'est que nos processus sont les mêmes partout et que nos évaluations sont les mêmes partout et que la façon dont vous travaillez finalement en France, à Paris ou à Londres ou à Singapour ou à Mountain View est la même. Et ça fait partie aussi de cet aspect-là est pour nous extrêmement important et on tient à garder cette spécificité de notre culture et le fait que quand vous êtes dans un bureau Google, finalement vous sentez vraiment cette différence-là. Ça ne veut pas dire qu'on efface toutes les différences, c'est pas le sujet, c'est pas l'idée. Mais par contre, quand on dit qu'on a un système de mobilité global, si vous n'avez pas une culture globale, c'est juste pas possible de le mettre en avant. Alors justement, pour terminer, tout à l'heure, vous parliez de l'importance du leadership pour pouvoir diffuser cette culture-là. Est-ce que vous auriez une ou deux recommandations par rapport à ces entreprises qui n'ont peut-être pas encore cette culture comme vous pouvez l'avoir chez Google, pour aller de manière à court ou moyen terme d'ailleurs, développer cette culture digitale? Alors, moi, les premières choses qui me viennent à l'esprit, c'est d'abord le leadership. C'est vraiment sans transformation de votre leadership et finalement de se poser la question, finalement, qu'est-ce que je peux changer, comment je peux évoluer, qu'est-ce qui fait la différence dans mon métier et comment je peux digitaliser mon métier. Si cette question, elle part pas finalement à un moment donné, qu'elle n'est pas posée au niveau d'un board, au niveau d'un management, et qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on est représentatif de ce qu'on veut être. Et cette question-là, si on n'y répond pas, si on ne la pose pas, on n'aura pas fait ce chemin. Et je pense que de toute manière, le modèle de leadership là-dessus est vraiment central. C'est sûr que nous, on a Larry Page qui vient faire des conférences en Bermuda. C'est pas tout à fait envisageable dans pas mal d'entreprises. Ça n'empêche pas qu'il y a pas mal de choses qu'on peut faire de manière différente. Tout à l'heure, on parlait d'être sérieux sans se prendre au sérieux. Je crois aussi que ça fait partie des choses que les nouvelles générations attendent, que les nouveaux collaborateurs attendent. Je crois qu'on doit aussi, en termes de management, passer un certain nombre de choses. Alors, il y a une culture, peut-être pas uniquement française, mais de l'apparat autour du management, c'est-à-dire de se dire finalement que je suis manager, j'ai droit à ça, ça, ça. Non, c'est pas le management n'est pas une idée d'avoir un droit, c'est plutôt un devoir de coacher des équipes, de travailler avec elles, mais c'est pas en se donnant de la distance qu'on va digitaliser ces équipes. Et notamment, si je vous donne un exemple, dans le bureau de Paris, on est 600 personnes, il y a 3 bureaux fermés en tout et pour tout. Donc ça vous donne l'idée que quand vos managers travaillent au milieu de vos équipes, moi j'ai pas de bureau fermé, ça peut paraître étonnant, mais j'en ai pas. Et donc c'est la façon dont on travaille, dont on évolue. Et on peut pas avoir un modèle de management qui promeut la digitalisation, la collaboration, l'innovation si vous avez des portes fermées, si vous déjà dans les signes extérieurs, on montre qu'il y a des différences et que tout le monde n'est pas au même niveau.
Merci beaucoup, David, pour ce témoignage.